Bonsoir, 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 bonsoir aux personnes qui sont là. Bienvenue à l'émission de ce soir. Je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes, il faut que je réfléchisse au niveau de la date. Donc, aujourd'hui, nous sommes, OK, le 21 juillet 2020. Rebelote. Il fait très, très chaud aujourd'hui. Nous allons parler, en fait, si vous avez regardé, j'ai pas réussi à envoyer des invitations parce que, étant donné que j'attendais la personne qui doit intervenir ce soir sur le même thème que ce qu'il fallait que j'aborde. Donc, la personne n'est pas encore, il est là, mais le temps qu'il se connecte, donc c'est pas évident, hein. Je vous salue et je voulais savoir comment vous allez parce que ça fait un peu, on va dire, une semaine, voire une semaine ou la semaine dernière, j'en ai fait de live. Mais voilà, on n'a pas échangé. On n'a pas échangé parce que chacun de nous a des préoccupations, justement. On a du travail, on a repris tous du boulot et encore, hein. Voilà. Je vais dire bonjour aux personnes qui sont là. Bienvenue, bienvenue à l'émission de ce soir. Donc, ce soir, je parlerai sur le thème de la balkanisation du Kivu. Quand je parle du Kivu, c'est une. Ah, j'ai un appel en direct, hein. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, Henri. Comment ça va? Oui, comment tu vas? Oui, comment tu vas? Oui, oui, ça va. Donc, dis-moi, Henri, je voulais un peu que tu interviennes parce que c'est le direct, hein. Je te prends un peu à pied levé, comme on dit. Je voulais est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la balkanisation, en fait? Oui, sur la balkanisation de Kivu. Oui. C'est pareil, en fait, le pays en plusieurs. D'accord. Ok. Mhm. Mhm. D'accord. Quand tu parles des pays occidentaux, donc l'Europe et l'Amérique, alors. Mhm. Mhm. D'accord. OK. Oui. Mhm. D'accord. Mhm. D'accord. Oui. Mhm. C'est impérialiste crée une chose. Crée une chose, je pense moi un cas. Si aujourd'hui le Congo est développé. D'accord. Ils n'auront plus un marché pour évacuer leurs produits. Mhm. C'est une gestion comme on le voit aujourd'hui à l'est d'un pays. D'accord. Richesse. Mhm. Mhm.
d'hier seulement, nous avons connu 200 morts. D'accord. 200 morts où au Kivu? Au Kivu, oui, sur les Kivu. D'accord. Si je ne me trompe pas. Ces villageois-là ne demandent pas les postes politiques. Ces villageois-là ne demandent pas des privilèges de luxe. Ces villageois-là ne demandent pas d'être gouverneur ou président de la République. Ces villageois-là ont seulement besoin de la paix pour aller faire leur agriculture. Simplement faire leurs travaux champêtres. Mais malheureusement, ils sont victimes de ces pays occidentaux, ces nationaux, qui ont tendance à voler et à piller nos richesses. Alors, nous devons savoir que l'Occident joue sur un élément très important que nous ignorons. Cet élément devait être notre force, et malheureusement, ça devient notre faiblesse. La diversité des tribus, ainsi que des langues, ils jouent sur ça, et qu'on reste à jamais divisé. Et moi, je pense que si le gouvernement mettait tout le monde autour d'une table, et que le Congo regardait dans le même sens, pour défendre les intérêts de nos populations, facilement, notre pays sortirait de ces difficultés, de cette situation qui est depuis 1925, donc comme je l'ai dit là, que les autres n'ont pas aimé le fait que le peuple soit le seul à gérer cet immense continent, cet immense pays qu'on qualifie d'un continent. Donc si le Congolais prenait conscience de l'immensité de leur pays et de la stratégie auquel nous trouvons au sein de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, et que nous poursuivons même nos objectifs en regardant ce qui est mieux pour le peuple, pour notre population. Je pense que nous allons faire face à ces occidentaux, même pays voisins qui sont instrumentalisés par les multinationaux, enfin, et piller nos richesses. Donc, c'est vraiment ça. Il faudrait faire et chaque jour, dès que le pays n'est pas géré, et que les chefs d'État ne s'occupent même pas des gens qui sont à l'est du pays, et que ces gens-là, une fois qu'ils verront qu'ils ne sont pas pris en charge par l'État, ils vont remarquer qu'ils sont comme des orphelins, et ils vont se séparer du reste. C'est un message que ces gens-là envoient clairement à notre population de savoir que en tuant chaque jour nos frères et nos sœurs innocents à l'est du pays, ils lancent un message sur lequel cette partie du pays est abandonnée, ils sont orphelins et qu'ils vont commencer à ressentir. D'accord. Ok. Un sentiment de se séparer du reste du pays. Donc, c'est à nous, c'est aux dirigeants, c'est à notre peuple d'avoir confiance, de mettre sur la table, de dire la vérité. Parce que ça crache un peu. Je vais te rappeler, Henri, je te rappelle, parce que ça crache un peu. Je te rappelle tout de suite. Donc, vous avez entendu la balkanisation, c'est la division, justement, il disait, parce que je l'ai appelé du Congo, c'est un ami, donc il est comptable au Congo. Donc, en attendant que la personne qui doit intervenir soit en direct, donc je l'ai appelé pour qu'il nous explique un peu c'est quoi la balkanisation. C'est ce qu'il disait que la balkanisation, c'est quand il y a eu, la séparation justement à Berlin avec quand les Occidentaux, les Européens et l'Amérique se sont réunis pour pouvoir séparer justement le continent africain, je veux dire le continent, avec plusieurs colons, quoi. Donc, je vais essayer de contacter la personne qui doit intervenir parce qu'il ne répond pas. Donc, il m'appelle en même temps. Donc, ne quittez pas. J'ai envoyé son… Allô?
Oui, je t'ai envoyé par mail. Tu as vu l'invitation par mail ou pas? Oui, parce que je suis en direct. OK, bah, je t'ai envoyé par mail. À tout de suite. Donc, bah, je vais dire quand même bonsoir aux personnes qui sont là. Bonsoir. Donc, excusez-moi, vous n'entendez pas. Donc, je vais résumer un peu ce qu'il a dit mon collègue tout à l'heure. Donc, mon collègue, un ancien collègue de l'école, donc aujourd'hui il s'appelle Henri, qui aujourd'hui il est comptable au Congo. Et donc, parce qu'il fait des voyages, hein, je veux dire des voyages au niveau de son travail. Donc, il parlait parce qu'apparemment, j'ai eu de retour des personnes, apparemment, vous n'avez pas entendu. Donc, il disait ceci au niveau de la balkanisation du Kivu, quand il y a eu la division de l'Afrique avec les Occidentaux, donc les colons, les Américains, l'Europe, c'était dans le but de pouvoir justement se confier chacun à un territoire. Donc, il parlait du Congo. Le Congo a été confié à Léopold II, donc le Congo appartient encore à Léopold II, malgré qu'il est décédé, mais ça appartient à la Belgique. Donc, il disait que le Kivu balkanisation veut dire séparation, en fait. On veut séparer les villes ou les départements, on va dire les communes en Afrique ou, je veux dire, les régions à plusieurs pays en fin de compte. Donc, en sachant que l'Afrique, le Congo est un seul pays, même s'il est troisième ou quatrième pays le plus grand de l'Afrique. Donc, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, qu'il a essayé de résumer un peu à sa façon. Donc, je vais essayer d'envoyer quand même l'invitation à la personne qui doit intervenir. Donc, et je salue les personnes qui sont là. Donc, je l'envoie l'invitation parce qu'il va se connecter. Allez, c'est parti. Donc, OK. Voilà. Voilà. Bonsoir, 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 maman. Bonsoir, maman. Maman aimée, bonsoir, bonsoir. Maman. Bonsoir, tonton Marcel. Bonsoir, bonsoir à toi. Bienvenue à l'émission de ce soir. Le temps que la personne se connecte, donc j'ai vraiment et je m'en excuse. Bienvenue à l'émission. Donc, on va parler un peu de la balkanisation du Kivu. Donc, le Kivu, c'est une commune, non, un département, on va dire, comment on appelle les départements. Bah voilà, il est connecté. OK. Bonsoir. Bah voilà. Bonsoir. 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 Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Nazoyoka et Bonio, bonsoir. Comment ça va? Allô? Oui, bonsoir. Tu m'entends pas? Oui, je t'écoute. Oui, oui. C'est bon? Tu m'entends pas? Si, je t'écoute. Si, c'est bon. Tu m'écoutes? On recommence. Je pense que c'est un problème de réseau, mais bon, moi, je te vois hein, et je t'entends. Peut-être que toi, de ton côté, tu ne m'entends pas. Allô? 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 Bonsoir. Allô? Bonsoir. Ah ben, bravo. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez maintenant? Oui, je suis là, je vous écoute. Je suis là. Ouais, je m'excuse du retard et j'ai eu un petit souci de connexion. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, vous êtes bienvenus, hein, tout simplement. On voulait parler un peu de la balkanisation au niveau du Kivu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Je pense que la balkanisation, c'est le plus grand problème que nous, Congolais, avons maintenant à résoudre. Je pense même que
d'un point de vue tout à fait responsable, c'est les problèmes les plus importants pour lesquels nous devrions, nous, Congolais, nous atteler à trouver des solutions, à éviter pour que cela n'arrive pas. Mais malheureusement, nous n'en prenons pas le chemin. Quand vous voyez les débats publics, quand vous voyez dans les réseaux sociaux, dans nos forums, dans nos discussions, quand vous regardez les autorités au pays, il y a, il y a une forme de, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer cela, en fait. Il y a une sorte d'attentisme, il y a un comportement un peu décalé de la réalité. Et tout ça n'augure pas des bonnes choses pour la suite. Donc, la balkanisation, c'est le fait que déjà ceux qui ont décidé de la création de notre espace vital en tant qu'État, notre pays et tout ça, ont toujours conçu notre pays comme étant un territoire international où toutes les puissances devaient venir puiser les matières premières nécessaires pour leur survie. Donc, ils n'ont jamais considéré ces territoires-là comme étant appartenant aux Congolais et à tour de rôle, chacune des puissances en tout cas, a toujours voulu pousser ses pions, essayer de manipuler par-ci, par-là, pour que la nation ne s'élève pas, que le peuple ne vive pas dans l'unité, dans la paix, et voilà. Donc aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes confrontés à cette menace-là, à cette problématique-là, à ces graves problèmes que nous devons vraiment résoudre. Ok. Donc, en gros, tu ne vois pas comment nous expliquer la balkanisation parce qu'on a eu un monsieur tout à l'heure qui nous a essayé d'expliquer à sa façon en disant que la balkanisation, pour lui, c'est vraiment la séparation de, je vais dire, les départements français. Donc, du Kivu, ça veut dire que c'est un peu comme en France. Comment je peux dire? Telle ou telle ville, ça va devenir des pays en fin de compte, si je comprends bien. Non, le mot balkanisation vient de régions européennes qu'on appelle communément les Balkans. Donc, cette expression-là a été francisée lorsque des territoires comme le Kosovo, qui faisaient partie dans les temps de l'Albanie, il n'y a pas que ça, hein, il y a même en Yougoslavie, on a vu l'éclatement de la Yougoslavie en des États comme la Serbie, la République tchèque ou la Tchécoslovaquie et tout consort. Il y a plusieurs États qui ont subi des dépaissements comme ça. Et c'est cet effet-là qu'on nomme par ces mots balkanisation. Lorsqu'on parle de la balkanisation du Congo, en réalité, c'est le fait que les puissances ont toujours projeté que la région, la riche région du Kivu et toutes les contrées envoisinantes deviennent en réalité des pays. Et pour cela, on a des personnages. C'est ce qui est triste dans les camps congolais. Nous avons des étrangers, il faut les appeler comme ça, appelons un chat un chat. Nous avons des étrangers qui sont arrivés chez nous prétextant être des Congolais. Les populations extraterrestres, c'est comme ça que je les ai nommées dans mon livre, que nous appelons communément, certains appellent communément Banyamulenge. En réalité, ce sont les Banyarwanda qui sont arrivés au Congo, prétextant qu'ils venaient de Mulenge, de la montagne de Mulenge. Et quelques temps après, grâce au RCD Goma, qui a créé des territoires Minembwe et Bunyakiri en 2004, donc, ces territoires n'ont pas été entérinés jusqu'à l'année 2010-2011, au moment de l'élection de Tshisekedi, le père en tout cas, et Hippolyte Kanambe. Ils ont tenté les coups, ça n'est pas passé. Mais après cette mandature-là, avant les élections de 2016, tellement les Congolais étaient occupés avec les élections, ils n'ont pas suivi les dossiers qui étaient importants. C'est de là où Roubé Roy, en sa qualité de ministre de la décentralisation, a réussi à créer le territoire de Minembwe, où il nomma son propre grand frère comme chef coutumier. Ces territoires-là n'existaient pas au Congo en l'an 2000.
Ça n'existait pas dans notre histoire, ça n'a jamais existé. Voilà des gens qui arrivent, ils se déclarent congolais, mais ils ne se limitent pas là. Ils créent un territoire. Les problèmes aujourd'hui, il y a une fixation et il y a des lois internationales. Donc, demain, si nous voulons demander, par exemple, aux Banyarwanda qui sont à Minembwe de partir de là, ils vont protester et au nom de la protection des minorités, la communauté internationale pourra intervenir. Ça s'est déjà passé. La Russie est intervenue en Ukraine pour protéger les populations russophiles, russophones de la Crimée. Dans l'histoire, ça s'est toujours passé. Les Rwandais viennent au Congo au nom des populations rwandophones qui seraient, entre guillemets, menacées au Congo. Donc, la balkanisation, c'est le fait que ces pays-là qui ont des visées sur notre territoire essayent de fomenter des pièges pour un jour, en tout cas, dans un délai plus ou moins court, d'épaisser des territoires et essayer d'en faire des pays à part entière qui tomberaient totalement sous protection de ces nations-là, les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, et le Soudan, aujourd'hui la Zambie, l'Angola de l'autre côté, et même la Centrafrique au niveau de l'Équateur. D'accord, ok. D'accord, merci. Et pourquoi Kivu, pas un autre, on va dire une autre région? Pourquoi Kivu? Qu'est-ce qu'il y a dans Kivu, par exemple? Les Kivu, c'est la région la plus riche du Congo. C'est là où on a pratiquement toutes les matières premières stratégiques qui servent aujourd'hui l'industrie lourde comme l'industrie qui travaille dans le numérique et tout. Donc, on parle des coltans, on parle d'ignorance, on parle des tourmalines, on parle de beaucoup de choses. Donc, il y a l'or et le gaz naturel au niveau du lac Nika que les Rwandais utilisent déjà en produisant de l'électricité pour la ville de Kigali, pendant que le lac Kivu, c'est un lac congolais. Mais voilà, il y a tout ça. Il y a l'exploitation des mines d'or au niveau de l'Est où les généraux, parmi lesquels certains ont été nommés, replacés, permittés et tout, mais bon, bref, il y a des militaires qui se mettent plein les poches par rapport à ça. C'est vraiment un des poumons de notre continent et sans doute une des régions la plus riche de notre pays. C'est pour cela que tout le monde a les yeux rivés sur les Kivu. D'accord, ok. Ok. Et quand on parle, quand je vois balkanisation Kivu et nos présidents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que tu as des informations? Qu'est-ce qu'ils en pensent en fait? Est-ce qu'ils dorment ou En tout cas, bien malin qui saurait ce que pense le président. C'est un dossier pour lequel il se prononce très peu. Et les rares fois qu'il s'est prononcé sur cette problématique-là, ça a été contre les intérêts congolais. Les problèmes, nous sommes une nation plus ou moins émotive, où les gens ne traitent pas les dossiers dans les fonds. Ils essayent de surfer sur les passions, le sentiment et tout ça, mais il n'y a pas une sorte de rationalité pour les intérêts supérieurs de notre pays, de notre peuple. La seule fois où Félix Tshilombo s'est prononcé par rapport à cette problématique-là, c'était à Londres, où il a dit que les Banyamulenge étaient congolais. Nous ne savons pas d'où il tire cela. Nous, on essaye de rester logique, de rester cohérent en présentant des faits. Et les faits sont là, sont têtus. Il y a ceux qui ont travaillé avant sur cette problématique. Nous essayons de travailler aujourd'hui et certainement, il y aura d'autres Congolais qui viendront travailler sur le même sujet après. Nulle part, personne jusqu'à ce jour n'a pu trouver les Banyamulenge quelque part dans l'historique de la constitution de notre pays, de nos tribus, de notre peuple. Jamais. Et
tout le monde sait que le nom Banyamulenge a été inventé en 1975, en 1975. Et dans le livre que j'ai publié l'année passée, Congo et Grégor du Monde, on en parle. Et il y a aussi M. Honoré Ngwanda Zamboko Atumba qui a beaucoup travaillé sur le sujet, lui qui était conseiller spécial en matière de sécurité, ministre de Défense à l'époque de Mobutu et aussi responsable du renseignement. Donc, il en connaît un peu plus sur les sujets. Il a aussi fait des publications sur cette problématique-là. Donc, aujourd'hui, des documents existent. C'est aux Congolais de s'imprégner de ça. C'est aux Congolais d'acheter des livres, de les lire, de comprendre et puis d'essayer de défendre le pays. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, président soit-il, mais c'est vraiment un travail qui nécessite que tous les peuples se mettent en mouvement. Donc, si aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre pays n'a pas encore été balkanisé, c'est parce que le peuple congolais s'est toujours mis debout et pour essayer de barrer la route à toutes ces tentatives. Donc, si demain, par malheur, ce que je ne souhaite pas, et il y aurait balkanisation, dans ces cas-là, ce serait par la faute des Congolais. C'est nous qui aurons à ce moment-là permis à ce que cela se fasse. Il n'y a pas de raison pour qu'on laisse 1 centimètre carré de notre territoire partir pour des intérêts qui ne sont pas congolais, tout simplement. Oui, mais là, tu parles de Congolais. En étant ici en Europe, qu'est-ce que nous, on pourrait faire en sachant qu'on n'est pas sur le terrain? Tout cela se passe au Congo. Et qu'est-ce que nous, déjà, ce que nous faisons ici, nous en parlons. Ça, c'est déjà la première des choses. Ça, ce sont des choses que nous devons à la fois enseigner à nos enfants, aux enfants de nos enfants, pour que la tradition soit perpétuée dans ce domaine-là. Parce qu'il s'agit de la terre. Il n'y a pas plus important pour un peuple que la terre. Si Israël et la Palestine ont des problèmes, et ça ne date pas d'hier, c'est toujours à cause de la terre. Et s'il y a des guerres, une des premières raisons des guerres dans le monde, c'est toujours au nom de l'appartenance à un certain territoire. Donc, on ne badine pas, on ne blague pas lorsqu'il s'agit de la terre. Et la terre dont on parle, c'est la terre de nos ancêtres qui nous ont été légués pendant des millénaires. Nous avons toujours vécu sur ces territoires-là. Nous ne sommes jamais allés chercher des territoires ailleurs. Le Congo, de par son histoire, n'a jamais fait de conquêtes. Les Congolais ne sont jamais allés nulle part chez les voisins chercher un territoire, un lopin de terre ou quoi. Donc, il n'y a pas de raison pour que les voisins viennent chez nous chercher des terres. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons en ce moment, c'est important. C'est à ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont comprendre ce genre de choses, vraiment comprendre l'essence de ce que nous faisons, de les partager si possible et d'essayer d'en parler dans nos familles, dans nos cercles, dans nos forums, pour que l'information puisse passer, pour que chaque Congolais soit aussi conscient du fait que il ne faut pas que nous baissions les bras et il faut se battre pour que nos terres restent pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. C'est le seul héritage que nous avons en commun. Le plus grand héritage que les Congolais ont, c'est le fait d'avoir ces terres-là. Et nous ne pouvons pas blaguer avec l'héritage que nous ont légué nos parents et que nous avons le devoir aussi de les léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. D'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'on doit juste parler et continuer à parler, à se battre dans, on va dire à distance. Sur le terrain, qu'est-ce que Congolais peut faire en fait? Non, sur le terrain, il faut pas dire ça. Le dire de la manière dont vous l'avez dit n'est pas exact, n'est pas correct. Ce n'est pas qu'on reste là, voilà, on croise les bras, on ne fait que parler. Non, dans la vie, tout le monde doit vraiment trouver sa place. Il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui communiquent, il y a ceux qui se battent, il y a ceux qui apportent de l'aide, il y a ceux qui financent. Tout le monde ne peut pas. C'est ça le problème congolais. Un des problèmes congolais, c'est le fait que tout le monde veut être tout à la fois.
On ne peut pas être tout à la fois. Dans une nation, dans un pays, dans une famille, dans un groupe, il faut que chacun puisse se mettre à sa place et être efficace là où il peut être efficace. Si vous, Maman Arlette, vous avez la capacité de communiquer, je ne vais pas vous demander d'aller battre sur le terrain, chose que vous ne savez pas faire. Donc, je vous dirais, comme vous savez communiquer, essayez de communiquer parce que c'est là où vous êtes efficace. Si moi, mon travail consiste à écrire, donc je vais continuer à écrire parce qu'en écrivant, ça permet à ceux qui ne savaient pas ou avaient des doutes sur certains domaines de pouvoir aller au fond des choses. Ceux qui ont la capacité de se battre sur le terrain, nos amis, les maï-maï, tous ceux qui se battent sur le terrain, et ils connaissent, c'est vraiment, et voilà, ce qu'ils font de mieux. Notre travail à nous, c'est quoi? De communiquer lorsqu'ils ont des choses à dire, de leur donner la possibilité, de leur donner la parole, et lorsqu'ils ont des communications importantes, de les partager, lorsqu'ils ont des difficultés, de les aider, c'est ce que nous devons faire. Mais dire que rester comme ça et parler, non, c'est pas correct. Faisons ce que nous devons faire, chacun à sa place. Tout le monde a le devoir de faire quelque chose. On ne dit pas que tout le monde doit aller au front. On ne dit pas non plus que tout le monde doit financer. Il y a des gens qui n'ont pas ce courage d'aller sur le terrain, mais qui ont beaucoup de moyens. Donc, ils doivent aider les amis qui sont sur le terrain. Il y a ceux qui n'ont pas la capacité de parler comme vous et moi, mais qui écrivent. Alors qu'ils écrivent. Il y a ceux qui n'ont pas la capacité d'écrire, mais ils savent très bien parler. Ils doivent parler. Il y a ceux qui ne savent ni parler, ni écrire, ni financer, mais qui savent comment mobiliser nos populations, les mettre en alerte. Ils doivent faire cela. Donc, on ne doit pas empêcher une partie de notre population de faire ce dont pourquoi ils s'estiment le plus en mesure de faire pour essayer de barrer la route aux ennemis de notre peuple. Ok. Tu as dit tout à l'heure qu'on a, voilà, chacun de nous doit faire ce qu'il a l'habitude de faire, de pouvoir contribuer à sa façon. Mais moi, je voulais savoir un peu, parce que quand on t'entend parler, tu connais comment la communauté est. On va se dire, oui, mais pourquoi ton ça la beauté? Pourquoi l'autre continue à parler? Tu connais notre communauté, notre mentalité, comment elle est. Qu'est-ce que toi, tu peux dire dans ce sens-là? Si les personnes nous regardent en disant de quoi ils se mêlent, si je peux me permettre. Le problème, c'est ça, c'est que moi, je ne m'érige pas en donneur de leçons. Je n'ai pas à décider ce que celui-ci doit faire ou celui-là doit faire. Ça, c'est pas mon travail. Je n'ai jamais exigé à qui que ce soit de faire quoi que ce soit, mais c'est important que chacun, dans la mesure de ses capacités, de pouvoir contribuer à ce que nous ne perdions pas les terres, notre héritage commun. Parce que si aujourd'hui, on perdait par malheur, ce que je ne souhaite même pas envisager, nos terres, ce n'est pas seulement vous ou nous qui allons perdre, c'est tout le monde. Même ceux qui parlent là auront perdu l'héritage de leurs ancêtres. Donc, c'est un devoir collectif en réalité. C'est un devoir collectif. Je ne vois pas. Voilà. Et personnellement, moi, je n'ai pas cet ego-là surdimensionné pour croire que j'ai toutes les solutions et que tout seul, je peux tout faire. Non, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais pensé. J'estime que chacun d'entre nous a la capacité de faire, de contribuer positivement pour que nos terres ne soient pas prises par des gens malveillants qui n'ont qu'une seule idée, nous prendre l'héritage de nos aïeux. Donc, voilà, moi, je fais ce que je dois faire et j'essaie de le faire bien à mon niveau et j'essaie aussi d'en parler aux amis qui sont en capacité de faire beaucoup plus que ce que moi j'ai fait, de le faire. Donc, voilà, ceux qui vont penser que de quoi nous nous mêlons, qu'ils fassent mieux que nous et nous allons nous taire. C'est aussi simple que ça. S'il y a ceux qui estiment qu'ils ont beaucoup plus de capacités que nous, ils ont beaucoup plus de relais, de connaissances et tout ça, alors qu'ils fassent. Si nous faisons ce que nous faisons, parce que on estime qu'il y avait, il y avait pas des gens convaincants, il y avait pas des gens beaucoup plus talentueux pour les faire. Alors nous, on essaye dans nos maigres moyens de contribuer
à la solution du problème. Donc, s'il y a des gens tapis chez eux, dans le confort de l'ignorance, qui pensent que ils ont des capacités que nous n'avons pas, il n'y a pas de problème. Nous concédons que nous n'avons pas de capacités, mais dans ces cas, qu'ils viennent faire ce que nous faisons ou qu'ils fassent mieux que nous. Et nous allons nous taire. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire qu'en gros, la balkanisation, il faudrait que chacun de nous se réveille à sa façon. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà perdu nos terres au niveau du Congo? Parce que tu nous as parlé de Banyamulenge, qui sont des gens au Congo, on les appelle maintenant des Congolais. Est-ce qu'on n'a pas perdu justement déjà des territoires qui nous appartenaient et qui ne nous appartiennent plus? Ça, c'est le grand problème. On a commencé la première bataille que nous avions perdue, c'était la bataille de la communication parce que nous n'avons pas été préparés. Ça, c'est aussi des drames. Et ce ne sont pas des choses que nous devons dire comme ça dans des réseaux sociaux et tout. Nous essayons de réfléchir sur ces genres de problèmes et nous écrivons justement pour réveiller les générations futures et tous ceux qui ont l'amour du Congo chavillé au corps. Moi, par exemple, qui vous parle, mais pas que moi, il y a beaucoup de gens, disons nous faisons partie de ceux qui ont la grandeur du pays dans les veines. Nous faisons partie de ceux qui estiment que le Congo vaut vraiment la peine d'être défendu. Mais on a pris les choses sur le tard. La machination avait déjà eu de l'avance sur nous parce que les gens que nous appelons aujourd'hui Banyamulenge, ils ne se sont pas réveillés un lundi matin et puis ils ont pris les armes pour attaquer le Congo. Il y avait une préparation psychologique. Pendant des générations, ils ont eu à se préparer pour cette éventualité-là. Et nous savons qu'il y a des puissances derrière qui financent, qui arment, qui font tout cela. Mais le problème, c'est que la vérité reste la vérité. Il n'y a pas plus difficile arme dans le monde que la vérité. Parce que la vérité, quel que soit le temps, finit toujours par triompher. Et le problème, c'est de combattre les mensonges, cette victimisation abjecte, ces mensonges éhontés, cette capacité, cette manipulation-là des Banyarwanda, on ne peut les combattre que par la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que par la vérité que nous devons combattre ces genres de choses. Si nous avons aujourd'hui perdu quelques territoires, c'est aussi la faute à nos politiques. Les hommes politiques congolais sont les pires qui existent sur cet univers. Ce sont déjà totalement irresponsables, inconscients et par-dessus tout versatiles. C'est parce qu'ils sont comme ça, ils sont ignorants des réalités de leur pays, ils ne comprennent pas l'histoire de ces peuples, ils ne foutent absolument rien, ils sont là à courir derrière l'argent et les postes et ils livrent l'héritage commun aux mains des prédateurs. C'est aussi le drame du peuple congolais. Mais que faire? Le peuple a toujours eu droit. Ce n'est pas le premier combat que nous avons livré. Dans notre histoire, nous avons été conquérants de beaucoup de choses. Nous nous sommes battus pour protéger nos terres et nous allons continuer à faire la même chose. Ok, ben, merci. Donc, je voulais savoir au niveau de nos terres et les Congolais qui veulent aujourd'hui se dire je veux rentrer au pays pour pouvoir apporter la pierre à l'édifice. Comment ils ne peuvent pas travailler ensemble parce qu'on est mélangés. Du coup, tout le monde a tellement peur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça. Il n'y a pas de mélange possible. Le Congo, comme tous les autres pays du monde, accueille des étrangers. Vous vivez en France. Vous êtes intégré en France. Vous travaillez, vous mangez, vous faites vos enfants. En aucun moment, vous vous êtes levé pour dire que je vais prendre au hasard. À partir de mardi, comme j'ai fait mes enfants ici, ça fait 20 ans que je vis ici, Bordeaux devient ma terre natale et je dois demander à tous les Bordelais de quitter la ville de Bordeaux pour que j'en fasse mon territoire et je vais nommer mon frère, ma soeur, mon oncle ou ma tante chef coutumier. Vous ne le ferez jamais. Donc, ce qui est valable pour la France doit aussi être valable pour le Congo. Le problème, c'est que les Congolais eux-mêmes n'arrivent pas à
défendre l'héritage de leurs ancêtres. C'est ça les problèmes. Les Banyamulenge sont arrivés un jour. Lorsqu'ils arrivent sur ces territoires-là, ils ne trouvent pas un territoire inhabité. Il y a les originaires des plateaux de Massissi. Voilà, les Nandé, les Bembe et tous les peuples qui sont sur ces territoires-là, vers Ituri et tout ça, ce sont les originaires de ces territoires-là. Ces peuples-là parlent tous les jours, ils crient. Ce sont les gens qui disent on nous tue, on nous viole. Il n'y a pas de raison pour qu'ils ne soient pas écoutés. Le seul problème, c'est que leurs cris de détresse ne sont pas relayés par ceux qui devraient normalement les protéger. Lorsque vous voyez les nominations, par exemple, qui sont apparues, où vous voyez qu'un général comme le général Massunju est nommé au niveau de responsable de la 2e région de défense du Congo, c'est à ne rien comprendre. C'est un Rwandais notoire, un ancien, un plus proche collaborateur de Laurent Kunda Batouare qui, au moment où on parle, vous et moi, vit au Rwanda. Cet homme-là était chez nous, général dans notre armée, il a fait tuer des Congolais, il a tué des Congolais, il s'est servi de nos territoires, il a pillé nos mines, il a fait tout ce qu'il voulait faire au Congo. Mais dès qu'il y a eu un problème, il a fui où? Où se cache-t-il? Au Rwanda. Quel homme politique congolais que vous connaissez, vous, publiquement a déjà demandé à ce que Laurent Kunda soit traduit devant les juridictions compétentes pour répondre des crimes qu'il aurait commis sur le Congo? En tout cas, chez nous, aucun. Personne n'en parle. C'est-à-dire qu'un homme qui vient de l'étranger arrive à porter l'uniforme de votre pays, à commander vos troupes. Il a été payé avec l'argent du contribuable congolais et en tant que tel, un jour il se lève, il rentre au Rwanda et on n'en parlait plus. Et le drame, c'est que lorsque lui, il rentre au Rwanda, il vous oblige. Il oblige au gouvernement congolais. Je parle d'obliger, mais en réalité, c'est un deal entre les Rwandais via Hippolyte Kanambe qui était au pouvoir à l'époque. Et c'est comme ça que ces gens-là arrivent à infiltrer nos appareils de défense. Comment voulez-vous vous battre avec les Rwandais lorsque votre armée est dirigée par les agents rwandais? Les Massunju, les Falsi Kabwe, tout ça, ce sont des agents rwandais qui travaillent chez nous. C'est des notoriétés publiques. Et lorsque c'est Chilombo qui vient nommer, confirmer des gens comme ça, c'est à ne rien comprendre du tout de la problématique que nous devons affronter. C'est aussi simple que ça. Ok, j'ai une question. J'ai une personne qui demande, est-ce que le Congolais considère déjà leurs ancêtres? Est-ce qu'on considère nos ancêtres? Est-ce que nous, Congolais, on considère nos ancêtres? Il y a une difficulté. La question, sur cette question-là, j'aurais une double réponse. Oui. D'un côté, oui, il y a des Congolais qui ont ces notions-là, qui respectent les ascendants, parce qu'ils savent qu'il y a des ascendants et puis il y a des descendants. C'est logique, ce sont des gens qui nous ont donné la vie, ce sont des gens qui nous ont légué ces terres. Ils sont respectés comme tels. Il y a une bonne partie, je ne dirais pas tous les Congolais, mais une bonne partie des Congolais connaissent ces notions et les respectent. De l'autre, grâce à, entre guillemets, à la religion, et il y a d'autres Congolais qui estiment que non, on n'a pas à respecter nos ancêtres, on n'a pas à respecter l'héritage de nos aïeux. Ils sont dans des cultes abrahamiques, ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont bouddhistes, ils sont tout ce que vous voulez. Et ils croient plus dans ces réalités-là que dans leur propre réalité. Donc, nous sommes face à ces doubles problèmes, mais ce n'est pas un problème d'une personne. Moi, je ne peux pas venir imposer ma logique, ma façon de voir les choses, ma capacité. Non, je n'ai qu'à présenter des faits et libre à chacun de faire son choix. Ceux qui veulent respecter les ancêtres, ils n'ont qu'à respecter les ancêtres. Ceux qui estiment qu'ils veulent continuer dans le respect de
de ce qu'ils font maintenant, ils n'ont qu'à continuer. Donc, je ne peux pas faire la police des pensées, malheureusement. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça. OK. Et une question, quand on parle de la balkanisation, on va revenir un peu au sujet. Quand on parle de la balkanisation, moi, j'ai l'impression de voir qu'on est distrait. On est distrait, donc on ne comprend pas. C'est comme si les choses se passent au pays et on est dans l'ignorance, on est dans la stupidité, excusez-moi un peu le terme, et on est dans la distraction. Qu'est-ce que toi, tu penses, en fait? Mais le travail, ce genre de travail doit être fait au niveau de l'exécutif national. Vous savez, tous les peuples du monde préparent les générations futures aux problèmes qui ont été, qui sont apparus à un moment donné dans leur histoire ou qui peuvent surgir dans l'avenir. Ce n'est pas pour rien, les petits Français ont dans leur programme scolaire des notions, par exemple l'histoire de Napoléon et tout ça. On n'étudie pas l'histoire pour la prime. C'est permettre à ces gens-là de comprendre que notre pays, à un moment donné, a connu des problèmes. Il y a eu des guerres, des guerres avec des voisins et tout ça, il y a eu des guerres et tout. Et par rapport à cela, il y a des gens qui se sont levés pour essayer de protéger ces terres. Voilà pourquoi il y a des Napoléon Bonaparte, il y a eu des généraux de Gaulle et tant d'autres. Je prends l'exemple de la France parce que vous êtes en France. Donc, à notre niveau, les gens se plaisent à étudier des choses qui ne nous servent à rien. Les héros congolais ne sont pas enseignés, ils ne sont pas étudiés. Et lorsque nous essayons de les sortir de l'anonymat, lorsque nous essayons d'écrire que les gens comprennent ce qui s'est passé dans notre pays, notre passé, et comme je vous avais dit l'autre fois, quand je suis intervenu dans votre émission, je m'intéresse au passé du Congo et de l'Afrique, parce que je sais que le passé, c'est les moments les plus proches de la vérité. Si les gens doivent un jour connaître la vérité, affronter certaines réalités, ils ne peuvent le faire qu'en connaissant la vérité. Donc, si on est incapable de parler de nos aïeux, si on est incapable de parler de notre histoire, de l'enseigner, et voilà, c'est normal qu'à un moment donné, la population puisse être aliénée. Aujourd'hui, les Congolais en général connaissent mieux l'histoire occidentale que l'histoire de leur propre pays. Voilà pourquoi lorsque les Banyarwanda arrivent et disent que nous sommes Congolais, en face d'eux, ils ne trouvent pas des gens qui ont du répondant. Pourquoi? Parce que ces choses-là n'ont jamais été enseignées chez nous. Donc, il y a quelques personnes qui ont eu, par des recherches ou par des recherches personnelles ou qui ont eu à lire certaines documentations qui leur ont permis de pouvoir traiter ce genre de problèmes. Mais ça devait être des notoriétés publiques. On parle des gens qui ont inventé un mot, un nom, vers les années 75. On parle de 75, c'est récent. Mais ils arrivent à utiliser un mensonge comme ça, comme un fait historique. Mais en face, on a des gens, excusez-moi de le dire, parce que c'est le seul exemple que nous avons. Lorsque nous avons un chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, qui dit que les Banyarwandais sont congolais, c'est à ne rien comprendre. Et soit il ne comprend pas de quoi il parle, soit il est tout à fait dans un schéma pour céder nos terres. Moi, je ne peux pas voir d'autres explications. Dire qu'il y a des Congolais d'origine Banyarwanda, ça, il y en a partout. C'est comme vous, comme dans tous les pays du monde. Il y a des Congolais qui ont épousé des Français et qui ont fait des enfants. Ces enfants-là sont français par la nationalité de leur papa ou maman et ils sont Congolais pareillement. Comme avec les Rwandais, il y a des Rwandais qui ont fait des enfants avec des Congolais. Naturellement, ces enfants-là sont Congolais de par l'origine d'un des parents et ils sont Rwandais par l'origine de l'autre parent aussi. Mais dire qu'il y a une ethnie Banyarwanda au Congo, ça c'est un mensonge et honteux qu'il faut dénoncer. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun ouvrage, il n'y a aucun document historique, en tout cas, qui a trait à l'histoire de notre pays, qui mentionne cela.
Donc ça, on doit les dénoncer avec la dernière énergie. Si nous ne le faisons pas assez, c'est parce que la majorité de nos populations, en tout cas, n'ont pas cette information-là parce qu'on ne nous l'a jamais enseigné. Dans nos écoles, dans notre scolarité au Congo, ces notions n'existent pas. Voilà pourquoi je reviens encore au livre que j'ai publié l'année passée, Congo et Grégor du Monde, où dans ces livres-là, en tout cas, on a essayé de parler de ces choses et d'aller encore plus loin pour prôner des réformes. On a demandé à ce que la réforme de l'éducation nationale soit faite chez nous, parce que c'est impossible en 2020 que nous puissions continuer avec des programmes qui détruisent notre pays et qui n'enseignent pas aux petits Congolais c'est quoi le Congo, véritablement c'est quoi le Congo. Donc la réforme de notre culture aussi. La culture, c'est ce qui permet la transmission des savoirs. Donc on doit aussi réformer la partie culturelle de notre pays pour revenir vraiment aux sources, revenir aux origines, revenir à ce qui a fait la création de notre peuple en tant que peuple, de notre État en tant que nation, pays et tout ce que nous avons aujourd'hui. J'ai une personne qui a écrit « On doit respecter les ancêtres, mais pas remplacer Dieu ». Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, je vais répondre de manière double à chaque fois pour ce genre de choses. Déjà, tout ce qui touche à la religion, publiquement, je ne préfère pas avoir ce genre de débat parce que la religion, c'est un domaine passionnel. La religion n'est pas un domaine rationnel, c'est un domaine passionnel. Ça évoque beaucoup de sentiments, la foi, des choses que nous ne pouvons pas toucher, expérimenter et tout ça. Imaginez que je vous dise que c'est Dieu qui m'a envoyé aujourd'hui vous dire ceci. Comment pouvez-vous contredire cela? Moi, j'accepte pas. Non, mais moi, je préfère, par respect pour la personne qui a posé la question, déjà la notion de Dieu, c'est une notion qui est je ne sais pas si c'est transcendant ou voilà, c'est très compliqué en fait, c'est très compliqué à dire en public. Cela ne fait pas de nous des athées, hein. Nous ne sommes pas des athées. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Moi, je crois, mais je préfère la foi, c'est quelque chose de privé qui ne doit pas intervenir dans l'espace public. Et là, nous sommes dans l'espace public. On doit pouvoir rester. L'État congolais, d'ailleurs, est laïque. Je suis congolais. Moi, je suis congolais, bien que je vis en Occident, mais je suis congolais. Je respecte les lois de mon pays. Et l'État congolais étant laïque, je ne vois pas au nom de quoi je dois pouvoir parler de la foi en public. Mais pour répondre, par respect pour lui, pour elle, je ne connais pas la personne, par respect pour la personne, je dirais oui, les ancêtres ne remplacent peut-être pas Dieu dans la compréhension chrétienne ou de la religion telle que c'est enseigné chez nous, mais vous devez savoir que les ancêtres sont nos dieux. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de la Bible parce que je pense que c'est un chrétien. Je prends l'exemple de la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, parmi les 10 commandements, il n'y a qu'un seul commandement. Il n'y a qu'un seul commandement qui est lié à une promesse. C'est honorer vos parents pour que vous ayez des longs jours dans les territoires que l'Éternel vous donne. C'est le seul commandement que Dieu a établi selon la Bible qui est lié à une promesse. Pour que vous viviez longtemps, vous devez honorer vos parents. La Bible n'a pas dit il faut honorer Dieu pour que vous viviez longtemps. Il parle des parents. Les parents, c'est qui? C'est ceux qui nous donnent la vie. Voilà pourquoi on dit nos parents sont nos dieux sur terre, parce que c'est eux qui nous donnent la vie. Ce sont des dieux. Donc, les ancêtres, ce sont nos ascendants. Ce sont ceux qui ont donné la vie à nos parents, parce que ce sont nos parents qui nous ont donné la vie, et nous, à notre tour, nous donnons la vie à nos enfants. Donc, si je dois réfléchir sous cet angle-là, je lui répondrai que oui, on doit respecter les ancêtres au même titre, entre guillemets, qu'on respecte Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a établi le fait que si on honore nos parents,
nous vivrons longtemps. C'est-à-dire, notre vie dépend du fait que nous honorons ces gens-là. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cela. Mais sans rentrer dans la pratique de la foi, de la religion, parce que nous sommes sur l'espace public. Et c'est beaucoup mieux de parler des faits qui sont matériels, physiques, réels, que de toucher à des choses qui peuvent heurter des foi et voilà. Donc, ça veut dire que, si je peux quand même comprendre, ça veut dire qu'il y a des sujets qui sont un peu très, très difficiles à aborder. Donc, on a encore des tabous dans la communauté en tant que Congolais. Pourquoi on a des tabous? Quand on regarde dans les Occidentaux, on a droit à pouvoir tout débattre. Et pourquoi dans notre communauté, on ne peut pas aborder tel ou tel parce que je veux dire, les retours des personnes sont divergents. Non, je n'ai pas dit et je ne dirai jamais qu'il y a des sujets tabous. Nous sommes, chaque personne a ses principes. D'accord. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème pour parler de la spiritualité, de la religion, de la foi, mais en privé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'espace public et moi, je ne connais pas toutes les personnes qui nous suivent ou qui nous suivront après. Je ne voudrais pas heurter la sensibilité de gens. Donc, dans la pratique de la spiritualité comme de la religion, on ne peut pas imposer. Déjà, nous, la religion que nous pratiquons en majorité dans notre pays a été imposée. Nous ne sommes pas devenus chrétiens parce qu'on nous avait enseigné, on nous avait évangélisé. Nous sommes devenus chrétiens parce que les colons, les explorateurs à l'époque, ont imposé cette religion-là. Donc, moi, je ne vois pas Dieu imposer des choses. Dieu, c'est la liberté. Dieu, c'est pratiquement la conviction. Dieu arrive à vous convaincre. Il sonde nos cœurs, il sonde nos reins. Il n'a pas besoin d'un fouet, il n'a pas besoin de couper les mains, des oreilles pour qu'on accepte qu'il est Dieu. La vie, Dieu est incarné dans la nature. La nature, elle est sincère. La nature, elle est là. Tous les matins, par la bonté de la providence, il y a le soleil qui s'élève. Et grâce au soleil, nous avons la vie. Parce que le soleil arrive à nous donner, par les rayonnements solaires, on a des quoi nécessaires pour la survie voilà, sur cette terre. On a l'eau à l'état liquide grâce au soleil. On a aussi la croissance des végétaux grâce à la photosynthèse. C'est toujours le soleil. C'est quelque chose qui nous donne gratuitement. Et on va pas rentrer vraiment dans ces genres pour rester sur les sujets. Et voilà, même la balkanisation est utilisée. Pour réussir la balkanisation, les ennemis de notre peuple ont utilisé quoi? Ils ont utilisé toujours la foi. Lorsque vous voyez un personnage comme Roubaix Roy, qui est un des agents de la balkanisation dans notre pays, il se présente comme qui? Comme pasteur. Il est pasteur. Voilà, un pasteur. Mankenga, Bosco Ntaganda, tous ces gens-là, ils ne vous parleront que des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dès qu'ils touchent à ces problèmes-là, les gens ne vont plus réfléchir. Et nous sommes sur l'espace public. En tant que scientifique, moi, je préfère parler des choses que les gens peuvent comprendre, vérifier, apprendre et enseigner aussi à leurs enfants. Et non vous dire que voilà, la nuit, le Saint-Esprit est arrivé, il m'a dit de vous dire ceci et tout. Voilà, des choses qu'on ne peut pas vérifier et qui ne sont pas duplicables. Voilà. Moi, je parle de choses qui sont duplicables. C'est-à-dire que ce que je vous dis, les expériences que j'ai pu faire, vous devez, si vous faites la même chose, vous trouverez aussi la même solution. Ok, merci. J'ai une autre question. Il y a une personne qui disait, donc il a écrit, c'est la faute des autorités qu'ils enseignent jamais le passé de la République démocratique du Congo. On n'a même pas une histoire à rencontrer à la nouvelle génération, c'est honteux. Qu'est-ce que tu en penses? Il a parfaitement raison. La responsabilité incombe à l'autorité publique. Voilà pourquoi je vous ai dit,
dans le livre que nous avons publié l'année passée, Congo et Grégor du Monde, on a prôné des réformes. Ce n'est pas pour rien, parce que nous avons compris, à l'échelle individuelle, c'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas aller dans chaque maison et commencer à enseigner chaque enfant. On n'aura ni le temps, ni les moyens, ni la possibilité de le faire. Voilà pourquoi l'autorité publique doit pouvoir prendre ces genres de connaissances et les imposer dans l'éducation de nos enfants. C'est en enseignant cela à l'école que tous les enfants auront la même connaissance, les mêmes degrés de connaissance des réalités. Au moment où on parle, les Rwandais au Rwanda enseignent que la ville de Goma, par exemple, qu'ils appellent Ngoma, serait rwandaise, que nous aurions pris cette région-là au moment où il y a eu la conférence de Berlin et tout ça. Ça, ce sont des mensonges éhontés, mais c'est enseigné à l'école. Le problème, c'est que chez nous, nous pensons que c'est une blague. Imagine lorsqu'on enseigne un mensonge à 20 millions de personnes. Au bout de 5 siècles, ça devient une vérité. Parce que c'est des générations et des générations de gens qui ont appris un mensonge. Un mensonge qui est martelé pendant des générations devient une vérité. Le problème, c'est qu'en face, nous ne faisons rien. Nous n'expliquons pas aux Congolais les vrais enjeux. En 1996-97, lorsque les Banyarwanda arrivaient au Congo, ils ne disaient pas qu'ils sont Congolais, qu'ils ont des territoires chez nous. Ils disaient que l'État zaïrois à l'époque refusait de leur octroyer la nationalité zaïroise. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Et aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'ils disent. Aujourd'hui, ils disent que ce sont leurs terres. Lorsque Roubaix-Roy nomme son grand frère chef coutumier, un chef coutumier qui n'a pas d'ascendant, c'est-à-dire qu'avant ces chefs coutumiers-là, ils n'existaient pas, mais pour les petits Rwandais, ça crée une histoire. C'est comme aujourd'hui, Roubaix-Roy a été vice-président dans notre pays. Dans 50 ans, quand vous allez dire que les Rwandais ne sont pas Congolais, ils vont vous dire, mais comment ne sont-ils pas Congolais si Roubaix-Roy a été président? C'est-à-dire, nous créons des jurisprudences, en fait. Ils sont en train d'écrire leur histoire sous nos yeux. Le problème, c'est qu'en face, nous avons des gens, excusez-moi de les dire comme ça, qui sont complètement débiles, qui n'arrivent pas, nos autorités, je parle pas du peuple congolais, je parle des autorités congolaises. Ce sont des autorités qui sont complètement ignorantes, qui sont des choses, des gens pour lesquels j'ai le plus grand mépris. Je ne peux pas comprendre une nation comme le Congo puisse produire des crétins de cet ordre-là. Donc, on est en train de nous prendre des terres, on est en train d'écrire une histoire, mais ils sont là et ce qui les intéresse, c'est de devenir ministre et d'avoir des gardes du corps et tout ça, mais ils ne voient pas que le plus important, c'est la terre. Aujourd'hui, les Rwandais ne parlent plus parce qu'ils ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient. Lorsque les Rwandais n'avaient pas encore de territoire, tous les matins, ils disaient, il y avait des communications, il y avait tout ça. Kagame, aujourd'hui, c'est un homme heureux. Pour les Rwandais, Kagame, c'est pratiquement un demi-dieu. C'est grâce à Kagame que les petits Rwandais peuvent aujourd'hui étudier à partir de l'école primaire en utilisant les ordinateurs que dans nos gouvernements. Je dis bien dans nos gouvernements. Ils n'ont pas. Allez visiter les ministères au Congo. Vous verrez, il y a que le ministre qui a un petit laptop, il a son ordinateur portable, mais l'administration au Congo, il n'y a pas d'ordinateur. Ils sont encore en train d'utiliser la dactylographie, d'écrire sur des bouts de papier et tout comme ça. Donc, un Rwanda qui, en 1994, je signale, en 1993, 94, 93, 94, les Rwandais n'avaient pas de chaîne nationale de télévision et des radios. Ça n'existait pas. Les Rwandais, en 1994, n'avaient pas d'avion. L'avion, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, le Rwanda a une société d'aviation rwandaise qui vient à Kinshasa, pendant que le Congo n'a plus de société nationale d'aviation pour faire la fierté et tout normal. Donc, nous sommes en train de céder
voilà, nos pans entiers des richesses à un pays voisin, comme ça, par des politiques ignorants qui sont là, qui ne, voilà, mais qui sont adulés malheureusement, il y a des ribambelles des gens dans la rue, il y a des gens qui ne jurent que par leur nom, qui insulteraient sans difficulté votre père, votre mère, pour protéger des gens comme ça qui n'ont aucune science, qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune histoire. Ok. Donc, en gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire, au niveau des régions, au niveau de ce qui se passe au Congo, on nous prend des choses et nos dirigeants sont tous d'accord, en fait. Donc, ça veut dire que les petits peuples ne peuvent rien faire que parler. Ou comment on peut réagir? Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous regardez en Occident, parce que nous sommes en Occident, vous verrez tous les gouvernements occidentaux, lorsqu'ils prennent les pouvoirs, un des premiers budgets importants en Occident, c'est le budget de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que pour défendre un territoire, il faut que les gens qui vivent sur ces territoires-là puissent connaître réellement ces territoires. Si vous connaissez, si vous êtes ignorant, on peut venir échanger votre maison contre un pain. Parce que vous ne connaissez pas la valeur, par exemple, d'une maison, vous pouvez céder votre maison pour obtenir un pain. C'est ce qui s'est fait chez nous. Nous avons des gens qui n'ont pas qui ne connaissent pas l'histoire, pour faire court. Alors, ce sont des gens qui veulent avoir le pouvoir, mais qui sont plus à susciter des passions au lieu de travailler dans les fonds. Les petits Congolais aujourd'hui est ignorant de la vraie valeur de son pays. Nous avons eu, peut-être avec un peu de l'âge, la capacité de connaître ces choses parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore d'occupation chez nous, il n'y avait pas encore des guerres de basse intensité chez nous. Donc, on avait une certaine liberté pour apprendre et tout normal. Mais aujourd'hui, les Congolais sont ignorants. Il faut voir le niveau de l'enseignement chez nous. Le niveau a fortement baissé. Vous verrez des licenciés qui ne peuvent prononcer une phrase, qui ne peuvent ni lire ni écrire. Mais on se demande comment est-il arrivé jusqu'à ce niveau-là. On a des gens, des médecins qui à peine peuvent balbutier quelques mots. On a des ingénieurs qui ne savent ni lire ni écrire. Voilà, on est en train de tuer la nation. Lorsqu'on ne prépare pas la jeunesse, lorsqu'on n'éduque pas la population, lorsqu'on ne nous prépare pas aux grands enjeux du monde, c'est-à-dire qu'on est en train de nous tuer. Il faut savoir une chose, et ça c'est la dernière phrase par rapport à cette question-là. Il y a des connaissances dans la vie, ou il y a des découvertes dans la vie qui nous rendent ignorants. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas, vous êtes tranquille. Dès le moment où vous savez, vous découvrez qu'en réalité, vous ne saviez rien. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Voilà, donc il y a des découvertes, il y a des connaissances comme ça qui nous rendent ignorants. C'est-à-dire, voilà pourquoi vous verrez que l'homme politique congolais, je dis bien pas les peuples congolais, l'homme politique congolais adore vivre dans les conforts de l'ignorance. Parce que ça permet à ceux qui ne travaillent pas, en fait. Les autres font ce qu'ils font, mais eux, ils sont là. Le Rwanda, aujourd'hui, exporte des minéraux qu'il n'a pas sur son sol. C'est des notoriétés publiques. Pourquoi le Rwanda crée des usines de transformation de coltan pendant qu'ils n'ont pas de coltan dans leur sous-sol? Pourquoi les Rwandais aujourd'hui obtiennent des marchés, des montages de véhicules pour des batteries électriques et tout ça, des choses qu'ils n'ont pas dans leur sol? Parce qu'ils visent justement les coltans congolais. C'est parce qu'ils puisent dans les coltans congolais qu'ils sont capables de faire ça. Et les multinationales voient l'homme congolais, ils voient, non, les gens qui sont ignorants, on a encore 20, 30, 40 ans d'exploitation, on peut facilement créer des entreprises là-bas. Parce que nous aurons accès facilement à ces matières premières via le Rwanda.
Donc, c'est à nous d'essayer de mettre fin à cette anomalie. Il y a personne d'autre qui pourra faire ça à notre place. Il n'y a que les Congolais qui soient capables de faire ces genres de boulot. Il n'y a que nous. On est tout seul face au monde, mais c'est comme ça. Lorsque quelqu'un vient au monde, il vient tout seul. Il vient. Même si vous venez en tant que jumeau, triplé, quadruplé ou tout ça, il y a toujours une personne qui sort avant l'autre. Donc, chacun doit porter sa croix. Les Congolais, aujourd'hui, ensemble, nous devons porter notre croix et mettre fin à cette anomalie, à cette ignominie, à cette situation de non-vie, tout simplement. D'accord, ok. J'ai une question. Une personne demande en disant que quand on regarde la République démocratique du Congo, tu as parlé de l'éducation, d'accord, mais on a quand même, est-ce que c'est pas mettre un pied dans le trier dans le sens où aujourd'hui à la République démocratique du Congo, donc l'école est gratuite. Est-ce que c'est déjà pas un pied déjà par rapport à la réforme de l'éducation? Est-ce que ça n'a rien à voir en fait? Par rapport à l'émission, on parlait de la balkanisation. Pour une fois, je préfère rester vraiment rationnel dans la science, au lieu d'emprunter des trucs qui soient polémiques. On peut rendre l'école gratuite, c'est bien, c'est un fait, j'applaudis des deux mains. Mais l'école, ce n'est pas le fait que c'est gratuit que c'est bien. C'est ce que l'on enseigne à l'école qui est important. Vous pouvez rendre gratuit quelque chose qui est inutile. Donc, ça ne servira à rien. Moi, je ne dis pas que l'école gratuite ou pas gratuite, c'est bien ou c'est pas bien. Moi, mon problème, c'est déjà gratuit, c'est bien. Mais le problème, on enseigne aux Congolais. Qu'est-ce que l'État congolais enseigne-t-il aux petits Congolais? C'est ça la chose la plus importante. Si on a l'école gratuite pour vous enseigner que les Banyamulenge sont Congolais et que vous pouvez leur laisser les territoires de Minembwe et de Bakiri, vous pouvez laisser Roubaix-Roi faire ce qu'il fait au Congo, nommer son grand frère chef coutumier d'un territoire où il n'a jamais vécu, parce que Roubaix-Roi est arrivé au Congo officiellement avec l'AFDEL. Donc avant, lorsqu'il était étudiant en tant qu'étudiant rwandais. Les archives sont là à l'université de Lubumbashi. Donc, lorsqu'il revient au Congo en devenant congolais, pour la première fois, c'est en 96, octobre 96. Donc, il arrive à Kinshasa pour la première fois de son existence au mois de mai 1997. Et cette personne-là va nommer son grand frère chef coutumier d'un territoire où il n'a jamais vécu. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça normal? Vous pouvez aller en Australie demain et dire que voilà, vous devenez chef coutumier d'un village australien. C'est inconcevable. Vous pouvez aller en Chine, dire que vous allez nommer votre frère, votre copain, votre mari, votre oncle ou quoi, chef coutumier à Pékin ou à Guangzhou. Mais c'est ce que les Rwandais font. Et les Congolais trouvent ça normal. C'est ce qui dépasse mon entendement. Donc, que l'école soit gratuite, c'est déjà une bonne chose. On ne va pas refuser cela. Mais le problème, ce n'est pas que l'école soit gratuite, c'est ce que l'on enseigne à l'école. C'est ça qui est le plus important. Ok. Je ne sais pas si je vais sortir du thème. Je veux juste une question qui me vient comme ça parce que ça m'a été posé moi-même. Pourquoi on dit RDC, République démocratique du Congo, or qu'on n'est pas démocrate? Je ne sais pas. Bon, ça c'est des débats je ne voudrais pas aborder ici parce que ça appelle quelle forme d'État nous voulons, la dénomination de notre pays. Ça, c'est beaucoup de choses. Ce sont des choses qui sont passionnelles. Il y a peut-être, ils ont mis démocratique dans le nom pour prôner un idéal. Ils voudraient que la nation aille dans cette direction-là. Mais est-ce qu'on a demandé aux Congolais? C'est quelque chose qui a été imposé par Laurent Désiré Kabila.
Et est-ce qu'il y a eu un référendum? Est-ce qu'on a demandé l'avis des Congolais? Est-ce qu'il y a eu un débat national pour décider de quelle appellation était voilà, conforme aux aspirations des peuples et tout? Donc, ça, c'est, voilà. Je préfère pas donner une réponse fermée. C'est quelque chose qui doit se décider. C'est pas une personne, c'est pas un gouvernement, mais c'est tous les Congolais qui doivent savoir quelle est, en ayant déjà les informations sur nos origines, sur notre évocation, sur notre mission, quel est le nom qui nous incomberait en ce moment-là. OK. Donc, peut-être la dernière question, je voulais savoir, au niveau de la balkanisation actuellement, là, vous avez expliqué, vous avez donné des détails, vous avez donné les explications par rapport à ce thème-là. Qu'est-ce que tu peux dire déjà par rapport à, parce que tu parlais beaucoup de ton livre déjà. Donc, j'ai des questions concernant ton livre. Qu'est-ce que tu peux nous parler concernant le livre que tu as écrit? On ne va pas dire dans le détail, parce qu'il y a des personnes qui demandent à en avoir et demandent pourquoi ce livre, en fait. Déjà, il n'y a aucun livre dans le monde qui peut contenir toute la vérité de la nature. Un livre, c'est un travail, un point de vue à partir de certaines recherches et de certaines expérimentations. On arrive à les partager pour que ces connaissances-là, ces découvertes-là, ces expériences-là ne soient pas oubliées, que ça reste pour servir les générations futures. C'est ça l'idéal du livre. Et pourquoi ces livres? Parce que je pense aujourd'hui être parmi, pas les seuls, hein, pas les premiers, encore moins les derniers, mais parmi ceux qui ont eu beaucoup de temps à travailler sur le Congo, sur notre pays. Et j'ai mené beaucoup de recherches en ce sens en consultant beaucoup les archives coloniales, mais aussi par expérimentation avec d'autres réalités et scientifiques et des notions que j'ai pu développer en philologie ou dans le domaine de la communication et tout. Et tous ces éléments m'ont permis d'appréhender l'histoire de notre pays. Voilà pourquoi, par exemple, dans les livres au chapitre 9, Mériter notre héritage, je parle déjà, avant l'émission d'aujourd'hui, du Congo, de la balkanisation, des origines des Rwandais qui sont chez nous, par où ils sont passés, en citant des noms, en donnant des références. Ça permet à ceux qui n'ont pas le temps de faire ce travail ou qui n'ont pas eu cette formation de pouvoir avoir les informations déjà voilà, toutes faites et de pouvoir évoluer. Donc, c'est ce que j'ai dit lorsque nous parlions ici de ce que nous devons faire. Chacun essaie de faire dans la mesure des moyens dont il dispose. Moi, j'ai parlé du Congo, j'ai essayé d'expliquer c'était quoi les Congos, parce que beaucoup de Congolais d'ailleurs ne savent pas c'est quoi les Congos. Et aussi, on essaie de parler de l'identité, de savoir d'où nous venons, l'importance qui revêt notre pays, comment les autres nations regardent les Congos, quels sont les éléments qui puissent nous permettre de défendre nos territoires et tout. Donc, ce sont toutes ces informations-là, tous ces éléments-là que nous avons essayé de mettre dans les livres pour permettre aux Congolais de comprendre voilà, les liens qu'il y a entre les Congo et la Providence. Et voilà, et toutes ces choses-là, c'est ce qui est contenu dans les livres. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver le livre? Le livre est disponible via les plateformes numériques sur Amazon, chez Fnac. Le livre est disponible aussi au site de l'éditeur, les éditions du Pangolin. Et même ceux qui ont mes contacts officiels, ils peuvent toujours en avoir parce qu'il y a des lots disponibles en France, en Belgique, au Congo, en Angola, aux États-Unis, au Canada, au niveau européen aussi, et dans certains pays africains, au Maghreb, évidemment. Donc, c'est disponible pour ceux qui veulent l'avoir et pouvoir les lire. OK. Ben, un dernier mot de la fin, parce qu'on a la fin. Hein. Donc, tu as vraiment beaucoup dit et vraiment merci pour tes disponibilités surtout. Et si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à la balkanisation.
le Kivu. En tout cas, en guise de mots de la fin, je demanderai aux Congolais de ne pas baisser les bras. Je demanderai à notre peuple de croire en nous-mêmes, parce que nous n'avons que nous, hein, nous n'avons que nous. Il y a une, il y a, ça fait partie, on parlait du livre tout à l'heure, ça fait partie de ce que les gens vont découvrir dans les livres. Nous faisons face à un problème qui est grave. Il y a une machination, il y a un complot contre notre pays et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça date de la création même de notre État. Et dans les prochains livres que je sortirai cette année, j'essaye de parler de toutes ces choses-là. Beaucoup de gens ne connaissent du Congo que la conférence de Berlin, c'est-à-dire en 1885, l'État indépendant du Congo en 1908, et puis voilà, la République du Congo au moment de l'indépendance. Mais si vous remontez vers les années 1800 et quelques, entre 1878 et 1885, entre 1878 pour le Belge et le Congolais, et 1885, notre pays ne s'appelait pas État indépendant du Congo. Notre pays s'appelait Association internationale du Congo. Ça, ce sont des découvertes que les gens vont voir dans les prochains livres. Ils vont comprendre pourquoi. On dit bien association internationale. Donc, ce sont des choses qu'on devrait enseigner à l'école. Nous les découvrons grâce aux recherches que nous faisons. Et voilà, voilà pourquoi nous faisons ces devoirs de pouvoir les transmettre aussi aux autres Congolais qui n'ont peut-être pas les mêmes données, les mêmes capacités ou la même passion, tout simplement. Donc, rien que par rapport à ça, il faut qu'on tienne bon. Et il n'y a que des Congolais qui peuvent défendre le Congo. Défendre la terre de ses ancêtres, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de courageux, c'est quelque chose d'important. Moi, je crois en mon peuple, je connais mon peuple. Nous avons nos problèmes comme tous les peuples du monde, mais ce qui nous unit, nous Congolais, est plus important que ce qui peut nous diviser. Donc, si on se tient la main et qu'on arrive à déterminer le sujet important, c'est-à-dire la terre de nos ancêtres, je pense qu'on va y arriver, quoi. C'est pas la première fois, en fait. C'est juste parce que l'histoire ne nous a pas été contée telle que ça s'est déroulé. Il y a eu une falsification historique concernant les Congo et on nous a enseigné des faussetés et ce sont ces faussetés-là qui sont perpétrées de génération en génération. Malheureusement, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la déconstruction du mensonge en établissant la vérité. C'est plus difficile, c'est beaucoup plus lent parce que c'est fait à une échelle un peu petite, mais je préfère faire ça à l'échelle petite que ne rien faire du tout. Donc, voilà ce que je peux dire à mon peuple aujourd'hui. Et restons ensemble dans l'unité, croyons en ce que nous faisons, défendons notre pays dans tout ce que nous faisons, dans tous les endroits où nous sommes et par rapport aux moyens, à la capacité et tout ça. Il n'y a pas de honte à défendre son État. Même si on les défend mal, vaut mieux les défendre. Je préfère 100 000 fois ceux qui défendent le Congo avec des difficultés que ceux qui pensent ils ont trop de qualités pour défendre le Congo et ils regardent notre pays partir. Donc, moi, je respecte toujours ceux qui font quelque chose pour le pays, pour ces pays-là, que ceux qui sont là en donneur des leçons, mais qui eux-mêmes ne font absolument rien, en fait. Donc, voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Merci. Et merci à vous de nous avoir donné la possibilité de placer ces quelques mots. Puisse-t-il tomber dans l'oreille de mes frères et qu'ils puissent au moins analyser ce que nous avons dit. On ne demande pas à ce qu'ils puissent tout gober. On leur demande juste quand ils entendent quelque chose de les vérifier par eux-mêmes. Peut-être qu'ils seront convaincus que nous avons été dans les bons. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée et merci encore. Merci. Donc, voilà, on a fini. Merci, monsieur Teddy Mfutu. Si vous voulez retrouver son livre, il a bien dit, sur Internet, donc Amazon, vous allez retrouver le livre. Moi, j'ai commandé. Franchement, commandé parce que c'est ce qu'il a dit au niveau des informations. On a été mal enseigné. Donc, l'éducation congolaise, ce n'est plus
ce n'est pas ce qu'on a eu hier. Donc, on découvre des vérités, donc on se rend compte qu'on était dans l'ignorance. Donc, merci encore d'avoir suivi cette émission. Je tiens à remercier les personnes qui étaient là. Chris, merci à toi. Freddy, je te remercie pour ce soir. Jocelyne, Cyril, Pépipi, je te dis bonsoir. Judith, bonsoir à toi et merci encore. Joe, merci pour ton intervention. Karine, Christophe, je te dis merci. Et j'ai vu, il y a Tonton François et Tantine Marie. Bonsoir et merci encore d'être là ce soir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres thèmes, évidemment. Et à très bientôt. Bonne soirée. Bye. Au revoir.